Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est parti pour la 106e émission avec les violets, la liste et la feuille de match et un invité. Aujourd'hui, on va présenter cette belle équipe. On a une équipe réduite aujourd'hui, mais une équipe compétitive, messieurs. On attaque, on a Emmanuel qui est avec nous. Comment ça va, Emmanuel? Ça va, nickel. Un milieu de terrain diminué, mais toujours présent. C'est la feuille de match avec Nathan et Vincent. Comment ça, les gars? Ah, super. De Jaguar suspendu, on va faire avec. On a 3 poumons, on va tenir au milieu de terrain. On a Mehdi qui est excusé, qu'on embrasse parce qu'il était un petit peu malade. Mais on a surtout un invité, messieurs, qui va lancer notre premier débat. Après, vous avez pas le programme. C'est Géraud, consultant et prof d'occitan. Comment ça va, Géraud? Bonsoir, ça va très bien. Bon plat. Vous l'aurez compris, si on est avec nous, c'est qu'on va faire un débat sur un petit point d'occitan. Et parce qu'on va se poser la question pourquoi il faut garder le sécanto lors de l'entrée des joueurs au stadium. Juste avant, on fera des petites news sur un bilan des internationaux. Ça, c'est Nathan qui le fera. On parlera aussi du nouveau préparateur qui vient d'arriver au TEF. Et ensuite, c'est les débats des invités, enfin des supporters, puisqu'on va recevoir 3 supporters dans cette émission avec Florian, Zach et Amaury qui viendront nous poser leurs questions. Ils auront 10 minutes chacun pour faire un petit débat. Ça sera en deuxième partie d'émission. Voilà, messieurs, pour la 106e émission, le programme. Vous n'hésitez pas à réagir sur la page lesviolets.com ou la feuille de match. Vincent, ici présent, n'hésitera pas à vous relayer et à lire vos commentaires. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Potiger pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre. C'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Potiger! On entame, messieurs, avec Nathan qui va nous faire un petit bilan des internationaux. Avant toute chose, je tiens à vous dire que ce petit point résultat sera tout aussi intéressant que le France-Ukraine de mercredi dernier. Voilà. Donc, ils n'ont pas été nombreux, les internationaux. Il y a Gabrielsen qui rentre ce soir sur Toulouse après le match face au Monténégro. Donc, bilan d'une victoire 3-0 face à Gibraltar et une défaite 3-0 face à la Turquie. Mais aucune minute disputée du coup pour le capitaine toulousain qui a pu admirer la technique de Haaland depuis le banc de touche. On enchaîne avec les Bleuets. Donc Manu Koné, Diakité et Antiste qui étaient en stage à Clairefontaine. Donc en U20 pour les 2 premiers et en U19 pour Antiste. Ils ont tous disputé des rencontres amicales. Diakité a été capitaine. Et Janis Antiste a marqué son petit but face à l'AGIA. Donc, les temps ont bien changé. Avant, nos internationaux jouaient des Coupes du Monde et là, ils jouent contre Auxerre. Donc, voilà. Voilà, petit point rapide pour les internationaux. Merci, Nathan. La deuxième petite news, messieurs, c'est qu'on a l'arrivée du recordman des touches, puisque Thomas Grandmark fait son entrée dans le stade de préparation du TFC. Il était avec Liverpool et il va venir élaborer des phases de jeu qui sont les touches, des phases de jeu qui sont un peu travailler dans le monde du football et le TEF veut se mettre en place là-dessus. C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas, ou ça vous passe un peu par-dessus la tête? Non, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que c'est un délire un peu à la Comoli. Ça, lui, il aime bien. Comme ça, les spécialistes, les mecs qui sont hyper compétents sur un domaine bien spécifique. Je pense que c'est un peu dans cet esprit qu'il avait fait venir Barthez comme consultant, enfin, qui le fait toujours d'ailleurs. Mais après, ça peut être intéressant. C'est pas sur ça que tu vas baser ton système de jeu, mais je me rappelle que l'Islande, par exemple, à l'Euro 2016, avait vachement travailler les touches et ça les a amenés en quart de finale. Donc, c'est le genre de trucs un peu pragmatiques qui peuvent être utiles. Ouais, c'est des détails, mais d'ailleurs, Guardiola le dit que les touches sont très peu travaillées dans le football et que ce sont des phases de jeu, il y en a qui sont très nombreuses et qu'il faut les travailler. Écoutez, maintenant, notre spécialiste, on verra si le nouveau Pavel Lincoln va se dévoiler au TFC, même si on a pu apprécier la dernière longue touche de Rissilé lors du dernier match. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ne
Alors, on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Et on va attaquer avec notre premier invité, Giro. Pourquoi il faut garder le Secanto au Stadium? Alors, on va recontextualiser rapidement avant d'enchaîner sur le débat. Le TFC a envoyé un mail à tous ses supporters qu'on a tous reçus normalement ce week-end avec un sondage pour répondre comment améliorer tout ce qui se passe autour du stadium. Dans ce sondage, nous apprenons que pour les réceptions de Nancy, Châteauroux, Pau et Caen, donc les 4 derniers matchs à domicile du TEF, la musique d'entrée ne sera pas le Secanto et qu'avec le hashtag motivation son TFC, les supporters peuvent proposer une musique et les joueurs choisiront la prochaine musique. Quant au Secanto, il sera diffusé après coup de sifflet final, mais on a nos petites infos, ça sera encore décalé, il devrait retentir juste avant l'entrée des joueurs et non pas comme coup de sifflet final, comme c'était prévu. Donc on aurait une sorte de Secanto quand ils sont dans le tunnel et après une musique que les supporters ont choisie. Alors voilà, messieurs, cette décision peut paraître anodine, et je mets bien des guillemets sur anodine, à première vue, mais pas vraiment si on se penche vraiment sur le cas, parce que le Secanto, c'est quand même un peu l'hymne officieux de l'Occitanie, on ne va pas se mentir, et c'est un marqueur assez identitaire, assez fort au sein de Toulouse. Et c'est pour ça qu'on a voulu recevoir Géraud ce soir, qui est un consultant et qui est un professeur d'occitan, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, qui va nous expliquer un peu tout ça. Et déjà, on va commencer pour mettre les bases. Qu'est-ce que le Secanto, Géraud? Secanto, c'est l'hymne de l'Occitanie. L'Occitanie, au-delà de la région administrative, donc c'est un espace linguistique qui va du Médoc jusqu'à Nice, de l'Auvergne jusqu'au Val d'Aran. Moi, j'ai eu l'occasion de chanter Secanto dans des vallées alpines en Italie. C'était en 2003 exactement. Donc voilà, l'Occitan et l'Occitanie, c'est pas quelque chose de local. Et puis surtout, Secanto, ça raconte une histoire. C'est pour ça que cet hymne il est important. C'est attribué à Gaston Phébus. Alors, je vais pas faire un cours d'histoire, mais ça serait un hymne qui date quand même du XIVe siècle. Secanto, c'est une chanson d'amour également. Et je trouve que c'est bien dans le football aussi. On a besoin de ça. On a besoin d'amour. Et donc, c'est quelque chose de positif. C'est un hymne qui transmet des émotions également. Et au-delà du football, il faut savoir que dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, et dans d'autres villes, je pense notamment au MHR, au club de Montpellier de rugby, alors je ne sais pas si c'est le cas actuellement, il faudrait vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que le Secanto a été l'hymne officiel du MHR pendant plusieurs saisons. Donc voilà, on ne va pas réduire Secanto juste à Toulouse au TFC, c'est bien plus important que ça. Oui, c'est bien plus vaste. Ça résume toute l'Occitanie qui ne va pas que la région administrative qu'on peut connaître actuellement. Exactement. Puis, même, il suffit de voir autour de nous, dans la communauté des supporters du TFC, vous en avez certes dans la grande région, hein, donc aussi bien dans l'Aude comme dans l'Aveyron ou dans le Gers, mais ça arrive d'avoir des supporters du TEF aussi à Agen. Voilà, on ne va pas les exclure parce que pour 20 km, ils ne font pas partie de la région administrative Occitanie. Donc voilà, l'Occitanie, c'est ça aussi, c'est un grand espace linguistique qui va bien au-delà, mais bien au-delà de la région administrative. Pour la petite anecdote, j'ai parlé j'avais chanté Secanto dans les vallées Occitanie d'Italie, c'était en 2003. Et ce soir-là, c'était assez rigolo parce que dans la salle, il y avait plein de concerts et il y avait un ami, supporter des Girondins de Bordeaux, il y avait des Ultras de Nice. Voilà, donc c'est quelque chose qui fédère. Vous voyez, ça fédère. Le foot, ça peut fédérer aussi. Ouais, et surtout, ce qu'il faut noter et mettre en avant, c'est que le Secanto est l'hymne officiel du TFC depuis pas si longtemps que ça. Alors, j'ai essayé de chercher plein d'infos. Les sources, j'ai eu du mal à vraiment trouver l'origine, j'ai eu du mal à m'en rappeler, mais de ce que j'ai trouvé, ça serait 2010-2011. Et surtout, le TFC a annoncé sur son site depuis 10 saisons, le TFC grandit et devient petit à petit comme le véritable représentant du football et des valeurs du Sud-Ouest. Depuis plusieurs saisons, le club s'affiche volonté de tisser des liens forts avec ses supporters ou ses partenaires. Depuis aujourd'hui, le TFC a trouvé un hymne, son hymne, et le choix s'est porté sur le Secanto, la ballade amoureuse la plus populaire de la région, que les plus fervents reprennent depuis toujours dans le virage Est. Ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans, messieurs.
Et on arrive avec de nouveaux investisseurs, on arrive avec Redbird, qui, eux, par contre, ont le discours que c'est pas assez motivant pour les joueurs et qu'on aimerait d'autres champs. Alors qu'il y a 10 ans, on clamait cette fierté régionale. Comment vous, de votre point de vue de supporter, Emmanuel, Vincent ou Nathan, vous le ressentez tout ça? Je trouve que tu n'as pas trop mal posé le débat en disant qu'effectivement, en fait, le truc, c'est que ça vient de Redbird et qu'on est toujours un peu incertain sur comment ils veulent faire évoluer le club et est-ce qu'ils vont être capables de maintenir une identité locale. On sait que, alors là, ce n'est pas du tout le cas encore, mais c'est allé parfois assez loin, la suppression de l'identité locale d'un club en Angleterre. Il y a même des clubs qui sont allés jusqu'à délocaliser leur club. Donc, c'est un peu une logique qu'on retrouve maintenant dans le football moderne et je pense qu'il faut faire attention à ça. Enfin, moi, je suis assez sensible à l'idée qu'un club, il est ancré localement. Alors après, ce que disait Géraud, du coup, c'est que l'Occitanie, c'est très large, effectivement, donc c'est très vaste. Mais malgré tout, c'est quand même un marqueur. Et puis, bon, 10 ans ou 11 ans de Secanto, c'est pas beaucoup, mais moi, c'est à peu près la période depuis laquelle je vais au stade régulièrement. Donc, je trouve que c'est un marqueur de l'identité du club. Et en fait, le reproche qui est fait souvent à ce champ-là, en ce qui concerne le TFC en tout cas, c'est qu'il ne serait pas assez entraînant. Mais je me demande s'il n'y a pas quand même une question de version. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du Secanto. Mais est-ce que la version qu'on a choisie, elle n'est pas un peu mollassonne par rapport à d'autres? Tu sauras mieux me répondre, du coup, Géraud. Oui, absolument. Plus exactement, pour reprendre l'histoire du Secanto, du TFC, c'est l'hymne officiel du TFC depuis août 2010. Et le premier match, c'était TFC Brest. On ne va pas dire de bêtises. Et d'ailleurs, on avait gagné. Oui, non, c'est ça. J'avais le match, mais je n'avais pas l'année. Donc, ça correspond avec les infos que j'ai trouvées. Donc, c'est très bien. Et au-delà de ça, moi, j'ai 41 ans. Je supporte TFC. La première fois que j'ai mis les pieds au stadium, c'était en 1988. C'était un TFC Marseille. 1-0 pour le TEF à l'époque. Mais au fur et à mesure que je suis allé au stade, il y avait déjà des supporters, par exemple les ultra-occitans ou Virage Ouest, qui reprenaient l'hymne pendant le refrain, c'est juste le refrain du Secanto. Moi, j'ai le souvenir d'avoir chanté Secanto lors de déplacements avec les Indians. J'étais très, très investi au sein des Indians, à Auxerre ou même en national, à Boulogne-sur-Mer, un week-end du 15 août. Les supporters s'étaient déjà approprié le Secanto et ça s'est amplifié au cours de la saison 2003-2004. Donc, on est remonté en Ligue 1 et à travers les Indians et à travers le capot de l'époque, Paul Cometto. Et du coup, tout ça, ça a fait quand même pas mal de... Je pense qu'il y a eu une réflexion au niveau des dirigeants se disant, allez, nous, on va impulser quelque chose au niveau du Secanto et on va faire un hymne officiel. Mais avant ça, il y a quand même une histoire. Et cette histoire, c'est que les supporters chantaient déjà le Secanto au sein du Virage Est. Et ça, c'est quand même important. Je me souviens du fameux, c'est pas un très bon souvenir sportif, mais à Liverpool TFC en 2007, je ne dis pas de bêtises, en plein match, où vous entendez le refrain du Secanto. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là, beaucoup de Toulousains en déplacement. Donc, oui, c'est important. Aujourd'hui, le supprimer ou le déplacer, ça pourrait apparaître une énorme bêtise. Je suis tout à fait d'accord que peut-être cette version, elle est assez lente. Et puis, si on veut tourner la page un petit peu avec l'air d'Olivier Sadran, cette version du Secanto, elle a été créée par quelqu'un de sa famille, d'Olivier Sadran. Donc, la musique, l'air, les paroles. Et donc, il y a d'autres versions. Et sur la page Facebook du Toulouse Football Club, je vous invite à aller voir. Il y a des propositions. Et il y a notamment une proposition pour avoir un Secanto plus dynamique d'un groupe de musique qui s'appelle Boulamasque, qui est constitué musicalement, c'est ska, punk, rock. Ils sont de Béziers, comme Damien Comolli, donc c'est parfait. Et je pense que c'est ça la solution. C'est pas de dire Secanto, c'est écrit et crack et j'acabat. Non, c'est pas terminé. On le garde, mais effectivement, on peut trouver une version plus dynamique. Après, le débat, est-ce que vraiment les joueurs ont besoin d'une chanson pour gagner des matchs, pour gagner contre Châteauroux, pour gagner contre Nancy? J'espère pas, parce que ce serait quand même très, 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 très grave pour moi. Non, mais par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire, peut-être de trouver une autre version un peu plus motivante. Et ce que Manu disait, c'est vrai que
moi, je pars du principe qu'il ne faut pas toucher au sécanto. Moi, je l'ai connu dans les travées, dans le virage avant qu'il soit à la sono du stadium. Et c'est vrai que peut-être s'il existe d'autres versions plus entraînantes, il ne faut pas nous l'enlever. C'est quand même une identité forte du club. C'est quelque chose dont tout le monde est fier. Alors oui, c'est sûr, c'est pas la musique électro, la musique commerciale qu'on peut entendre au mi-temps ou quoi. Mais comme tu l'as très bien dit, Giro, c'est pas cette musique que les joueurs ils vont se rentrer, ils vont dire oh là, ce soir on va les taper. Hein. Non, c'est avant, ils sont concentrés, c'est le discours du coach, c'est l'environnement, c'est pas le sécanto qui va les démoraliser ou quoi. Enfin, dans ce cas-là, on aurait fait des débats l'année dernière, le TPC est descendu en Ligue 2 à cause du sécanto. Je ne pense pas. Je vais loin, mais c'est un peu exprès. D'ailleurs, on nous confirme hein, que le sécanto, une solution a été trouvée pour qu'il soit joué vraiment un peu avant l'entrée des joueurs. Donc, c'est Alex Roux, le président des Indians, qui nous le reconfirme, qu'on embrasse d'ailleurs. Mais voilà, ça sera quand même déplacé. Donc, il y aura une autre musique. Donc, on va avoir une espèce de mix de sécanto, on va dire, quand ils sont dans le tunnel, avec une autre musique sur l'entrée. Ça va déjà être un petit peu bizarre à mon goût. Nathan, toi, tu n'as pas entendu sur le sujet par rapport au sécanto. Déjà, est-ce que tu le gardes ou pas? Est-ce que c'est un problème pour toi, le sécanto ou... Je pense que je vais être unanime avec tout le monde. Je pense que par rapport à la culture et voilà, ça colle parfaitement à l'image de Toulouse, à l'Occitanie, aux valeurs que veut porter ce club dans la région. Donc forcément, il ne faut pas y toucher. Après, c'est propre, on va dire, aux investisseurs américains qui veulent amener une nouvelle dynamique, un petit peu en mode spectacle, voilà, avec des musiques un peu qui tapent lors de l'entrée des joueurs. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche voilà, dans ce club. C'est important de garder les valeurs de la ville, les valeurs de la région. Donc voilà, après, pourquoi pas trouver une alternative avec une version, on va dire, un petit peu actuelle, qui serait un peu plus entraînante du sécanto. Pourquoi pas, mais voilà, il faut le garder parce que c'est vraiment c'est marqué dans l'histoire du club. Alors certes, c'est quand même assez récent, on va dire, depuis les années 2010, mais ça a toujours été repris dans le virage par les supporters. Donc c'est quelque chose, voilà, qui, on va se dire, c'est trop récent pour que ce soit ancré. C'est bien plus récent. Enfin, moi, personnellement, je n'allais pas au stade voilà, dans les années 80-90, mais voilà, c'est reconnu que ça a toujours été repris dans le virage. Donc, on va dire, c'est une entité du club et c'est important de garder ce champ-là. Et le compromis qu'ils ont trouvé avec les supporters, là, les dirigeants, c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le dialogue comme ils l'ont été depuis qu'ils sont arrivés. Hein, là-dessus, franchement, il n'y a rien à leur reprocher. Du coup, je pense qu'ils seront à l'écoute s'ils entendent qu'il y a des supporters comme nous qui sont dans l'idée de le maintenir. Mais le mettre avant l'entrée des joueurs, c'est quand même vraiment le reléguer, quoi. Et c'est petit à petit quand même se dire qu'on va s'en débarrasser. En fait, ça veut dire avant l'arrivée des joueurs, déjà, il y a généralement beaucoup moins de monde au stade et puis en fait c'est pas très intéressant. Alors c'est un moment où il se passe rien, ça veut dire que ça va être de suite une autre musique va succéder à ça, probablement un truc un peu pour faire une sorte de show à l'américaine puisque c'est la logique maintenant dans les stades de faire un truc un peu spectaculaire. Donc moi je suis pas très fan de cette idée non plus, même si il faut saluer le fait qu'ils aient tendu la main, qu'ils aient initié un dialogue, la direction. Moi, je suis plutôt pour la solution dont on parlait, c'est-à-dire trouver une version un peu plus musclée, mais qu'on maintienne sur l'entrée des joueurs. Sinon, il y a JB hein, qui vient chroniquer avec nous, qui nous avait proposé de demander à David Guetta de nous remixer le sécanto sur un air un peu plus 2021. On pourra lui passer l'idée aussi. Vincent, tu as des petites réactions des supporters qui nous suivent. Oui, c'est un sujet qui passionne, autant sur le live, sur la page La Feuille de Match que sur celle desviolets.com sur Facebook. Beaucoup de personnes veulent garder le sécanto. Parmi les réactions justement qui contrebalancent, je vais vous en citer plusieurs. On a Thierry qui dit « C'est la tradition, c'est dommage, mais peut-être que mettre une musique plus dynamique à l'entrée, ce serait plus motivant pour montrer aux adversaires qu'ils arrivent en terre hostile. » Nicolas qui dit « Il ne faut pas confondre garder une identité au club et avoir une musique entraînante pour une entrée. Par exemple, la Peña Bayona a lieu entre supporters avant l'entrée des joueurs de l'aviron et touche à l'identité du club. Il faut savoir accepter que le sécanto ne fait pas vibrer pour une entrée. » Dans les autres réactions, on a celle de Johan qui dit mettre le sécanto à la fin ou avant l'entrée des joueurs, il trouve que c'est une bonne idée. Et pourquoi pas mettre un morceau motivant pour l'entrée des joueurs. Deux dernières réactions pour terminer. Sébastien qui dit on change, on a changé la direction, la moitié de l'équipe maintenant le chant. Allez de l'avant car surtout le peuple toulousain qui connaît toutes les paroles.
Et enfin, il y a Fredo qui pose une question, tout simplement. Pourquoi pas aucune chanson et juste les chants et encouragements des tribunes? Ouais. Alors moi j'ai des infos là en direct, hein. Ça se passe vraiment en direct sous les yeux. Là, il y a Roux du coup qui m'envoie des messages et qui m'explique que le sécanto sera bien voilà, avant l'entrée des joueurs et que il me met d'ailleurs c'est la place aussi actuelle pour un hymne. Et c'est vrai que bon, ça reste déjà plus cohérent si on a le sécanto juste avant l'entrée des joueurs et après une musique peut-être un peu plus, on va dire, vendeuse. Mais ne touchez, le message, c'est quand même ne touchez pas à notre sécanto. C'est quelque chose qui sort aussi des tribunes, qui a une grosse identité toulousaine. Je trouve quand même qu'il y a quand même peu de marqueurs identitaires dans ce club sur ce qui est régional. C'est quand même le seul truc qui nous reste, le sécanto. Autant le garder, lui trouver une bonne place, lui laisser sa place. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Géraud. Toi, est-ce que tu trouves que dans le dos de TFC, ça développe un peu tout ça ou très peu et qu'il n'y a que le sécanto peut-être qui peut nous faire garder cette identité, pardon. Le sécanto, ça raconte une histoire, je le redis. Et si l'ambition du club, c'est de remonter en Ligue 1, bien entendu, mais c'est aussi de devenir un grand club à l'échelle de la grande région, parce qu'il peut fédérer, c'est justement le sécanto, parce que ça va réunir tous les territoires de la grande région. C'est ce que veut Damien Comolli, qui est de Béziers, je rappelle, et qui a déclaré dans des réunions avec les supporters qu'il restait attaché au sécanto. Donc le sécanto, ça raconte une histoire. Si c'est pour se retrouver avec du David Guetta, par exemple, je ne parle pas de sécanto, mais autre chose. Merde, le stadium, c'est pas un supermarché, c'est pas une boîte de nuit. C'est bien quand même de garder une histoire et notre histoire, et pas se retrouver avec quelque chose qu'on pourrait entendre en boîte de nuit ou dans une radio ultra commerciale. Je ne vais pas en citer, il y en a plein. Mais voilà, donc il faut pas, voilà, par exemple, mais c'est important quand même ouais, moi, ça, j'imagine pas un seul instant la même chose, par exemple, à Nice ou à Rennes, puisque à Nice, il y a également Nice à la Belle, qui est le sécanto local. Il y a la même chose au Stade Rennais, s'ils font ça pour reléguer par un truc qu'on va entendre sur Fun Radio, Énergie ou Skyrock, ça va être la révolution à Nice ou même à Rennes. Pourquoi nous, à Toulouse, on doit faire ça? Non, c'est pas possible. Donc, et puis en plus, au-delà de ça, imaginons, on remplace ces cantos, mais on remplace par quoi? Ouais. Est-ce que ça va vraiment fédérer tous les supporters du TFC, toutes les générations? Ces cantos, ça a l'avantage de fédérer aussi au niveau de toutes les générations, de nos grands-parents, comme des gens qui ont 50 ans, 40 ans, etc. Voire des enfants aussi. Il y a des enfants qui sont scolarisés dans des écoles occitanes ou qui suivent une sensibilisation à la culture et la langue occitane, qui chantent ces cantos. Moi, je pourrais vous donner plein d'exemples. Je parle un petit peu de ma vie, mais chaque année, je participe à un forum des associations à Muret. C'est début septembre, c'est un dimanche. Dans la salle Alizé, il y a beaucoup de personnes, il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes toute la journée qui s'inscrivent à des activités culturelles, sportives. Et à la fin de ce forum des associations à Muret, dans la salle Alizé, tout le monde se retrouve à 17h30, à 18h pour chanter ces cantos. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça. Donc pourquoi se débarrasser et pourquoi remplacer ça par quelque chose? Là, ce qui me fait peur, c'est que sur la page Facebook du TFC, chacun propose, mais il y a un peu de tout, il y a un peu n'importe quoi, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fédérateur. Par contre, ce qui est bien, ce qui est positif, je trouve, c'est que depuis dimanche et depuis le sondage qu'il y avait eu sur lesvolets.com, donc à savoir est-ce qu'on voulait déplacer le sécanto à la fin du match pour ou contre, il y a quand même eu une bonne réaction et une réaction qui va au-delà des supporters du TFC, c'est-à-dire également des gens qui ne sont peut-être pas des supporters assidus du TF, mais des sympathisants et qui ont réagi. Et ça, je trouve que c'est bien aussi de ne pas rester fermé sur nous, sur notre petite communauté de supporters du TF, mais de s'ouvrir également. Et donc, si vous regardez le résultat de ce sondage, il y a quand même plus de 51% des personnes qui sont opposées qui sont contre le fait de reléguer le sécanto en fin de match ou en début de match, parce que même au début de match, enfin, c'est même pas en début de match, c'est avant le début du match. Ouais, non, on le garde pas, mais il faut le garder, vraiment. De toute façon, je pense que les termes du débat, ils sont clairs. C'est que les gens qui sont un peu plus réticents à laisser le sécanto, c'est des gens qui se plaignent du rythme, en fait, du fait que c'est pas assez entraînant. Donc, ça se règle. Donc
Bah, absolument. C'est même pas un vrai argument pour moi en défaveur du sécanto. Peut-être que je suis un peu obtus. Non, mais absolument. Il y a plusieurs versions du sécanto. Moi, je le redis. Il y en a une qui est très, très bien du groupe Goula Masque, qui est très entraînante, qui est très motivante. Et je peux vous assurer que ça va donner la niaque aux joueurs. S'ils ont besoin de ça, il n'y a pas de souci. Et ça entraînera le public quand on pourra revenir au stadium. Donc, elle existe, la solution. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis dimanche soir, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, y compris des politiques, et vraiment des élus à la langue et la culture occitane. Vous en avez à la mairie de Toulouse, vous avez Jean-Michel Latte, vous en avez au conseil départemental de Haute-Garonne, vous en avez à la région. Si le TFC s'amuse à reléguer le séquente, on le garde, mais on va le mettre à côté. Je peux vous assurer que ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, attention, parce que certes, il y a des dirigeants qui organisent des réunions avec les groupes de supporters. C'est une très bonne chose. Il faut du dialogue, il faut recréer du dialogue parce qu'il y a encore moins d'un an, c'était catastrophique. Mais attention quand même. Il y en a. Enfin, même, il y en a toujours eu, mais là, c'est vrai que cette année, ça se passe bien. Mieux. Et voilà, et c'est pour ça. Mais par contre, faire évoluer, avoir de nouvelles idées, c'est bien, mais il faut tenir compte aussi de tout le public. D'abord, on est aussi, surtout. Ouais, voilà. On est où on met les pieds. C'est comme si on mettait du Van Halen au Parc des Princes, par exemple. J'extrapole, mais eux, les Parisiens, qui ne seraient pas très, très chauds. Mais bon, c'est vrai que ce occitan, ce sécanto, pardon, ce chant occitan, excusez-moi, il ne faut pas le toucher. C'est quand même quelque chose de très fort pour Toulouse, pour la région. Et tout à l'heure, Géraud, tu parlais de qu'est-ce qu'on va mettre comme chant. Moi, je me rappelle un petit peu du débat à l'époque quand il fallait changer d'hymne. On parlait aussi beaucoup de Claude Nougaro du Haut-Toulouse, qui n'est pas un chant qui entraîne, mais qui a cette résonance, on va dire, régionale et locale. C'est Canto qui a été choisi, et c'est pas plus mal parce que le Haut-Toulouse était plus associé au Stade Toulousain. Mais déjà, à l'époque, on avait quand même ce petit truc local. Donc pourquoi 10 ans après, ça changerait? Moi, je reste persuadé qu'il faut qu'on le garde et que ça restera quand même quelque chose d'important. Alors oui, ça ne motive pas les joueurs, mais comme on l'a dit, ce n'est pas grâce au sécanto ou à cause du sécanto qu'ils vont gagner ou perdre un match. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Giro, est-ce que tu peux juste nous répéter la version un peu plus rythmée du sécanto? On va essayer de la mettre en lien sur le live. Vincent va essayer d'aller la chercher pour la mettre en lien. C'est le groupe Goula Masque. Donc, Goula Masque, qui sont de Béziers. Sécante, voilà, attention, parce qu'ils écrivent comme ça devrait s'écrire normalement. Donc, c'est C-A-N-T-A, donc C-S-E, et après, vous avez Canto, C-A-N-T-A, Goula Masque. Et voilà, c'est écoutez, mais vraiment, je pense que ça devrait convenir à tout le monde. Et pour moi, ça serait la solution. Et même si la solution, ça serait vraiment de le garder au moment où les joueurs rentrent sur le terrain et pas de mettre ça, surtout pas en fin de match, parce que ça, c'est le pire. Bon, j'ai eu cet après-midi au téléphone monsieur Guillaume Villerel, donc il m'a quand même assuré que il n'était pas question, c'était plus dans la réflexion d'ailleurs, hein, quand j'ai appelé hier au club et cet après-midi, j'étais moins avancé, moins catégorique que les violets.com par rapport à cette information de reléguer le séquente en fin de match. Donc voilà, il y a une réflexion, il y a un dialogue, il y a un échange avec les groupes de supporters. Et moi, je pense que c'est important que ça reste vraiment l'hymne du club et pas juste un petit chant, voilà, qu'on va. C'est comme du patrimoine, vous voyez, c'est du patrimoine, c'est des vieilles pierres, c'est la tradition, on va mettre ça, on va cacher. Non. Non, il ne faut pas le toucher. Ne touchez pas notre sécanto parce que nous, on l'a précisé qu'on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. On n'a plus le droit d'aller au stade. Si en plus on nous lève sécanto, alors là, c'est ouais, si je peux me permettre, gardarez-nous sécanto. Exactement. Et d'ailleurs, Vincent vient de nous le mettre en commentaire, le lien un peu plus rythmé du sécanto. Peut-être que ça fera changer certains amis. Aussi, niveau version rythmée, j'ai trouvé celle aussi chantée par Jean Lassalle. Ça peut être sympa aussi. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais certains politiques s'en sont servis. Jean Lassalle, François Bayrou aussi. Exactement. Il y a beaucoup de politiques aussi de la région qui s'en sont servis pour Exactement. Et si je peux me permettre, je vais rajouter une information en politique, mais aussi également, c'était lors des Jeux Olympiques d'hiver. Donc, ça se déroulait en Italie. Et donc, justement, en Italie, il y a 13 vallées alpines où on parle l'occitan.
Et l'Occitan avait été langue olympique. Et à l'occasion de libération de ces Jeux d'hiver, donc c'était en 2006, l'hymne officiel qui avait été chanté, c'était Secanto. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est loin de Toulouse, et pourtant, on est sur des Jeux olympiques, et ça aussi, ça fédère. Donc ne touchez pas à notre Secanto. En tout cas, Giro, un grand merci à toi d'être venu dans l'émission, de nous avoir expliqué, de nous avoir éclairci un petit peu tout ça, d'avoir défendu le Secanto. Nous, on va suivre l'affaire de très près. Tu seras bien sûr invité s'il y a des nouvelles infos. Si on doit en reparler, tu seras bien sûr le bienvenu avec nous. Un grand merci à toi. Merci à vous et avec grand plaisir. Et tu peux en profiter aussi pour faire ta petite promo, parce que je sais que tu as fait un livre sur l'Occitan aussi. Donc, si tu veux placer une petite Oui. promo. Ouais, merci, c'est gentil. Effectivement, j'ai fait un livre Modoc Modici aux éditions Priva qui est paru le 28 août dernier, où je parle d'ailleurs du Secanto et je fais référence au TFC et aux Indians Toulouse. Voilà, et après, sinon, puisqu'on est dans la promo, j'en profite. Je fais un petit peu de radio, moi aussi, sur les ondes de France Bleu Occitanie. Et donc, je fais une chronique qui s'appelle Les Modocs, diffusée tous les matins à 6h10. Il y a également une émission qui s'appelle Punto Monde, le dimanche midi. Petite anecdote, en 2013, j'avais eu l'occasion d'interviewer Eli Bop. Dans le cas de cette émission, j'avais fait parler Eli Bop en occitan. Voilà, ça aussi, on n'a pas parlé ce soir, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Eli Bop avait entraîné le TFC, c'était entre 2007 et 2009, il avait déclaré dans la dépêche qu'il parlait à Johan Elmander en occitan. Ça aussi, je trouve que c'est quand même sympa. Donc, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui peut fédérer de mieux que le Secanto? Il nous avait même dit dans la 100e émission qu'on avait reçu, Eli Bop, c'était notre invité pour la 100e, que quand il était venu, mais sur le banc adverse, donc à l'époque de Nantes ou de Marseille, quand l'hymne retentissait, il chantait en scred sur le banc du Secanto. Donc c'est quelqu'un, voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui est attaché au club. Mais tu sais quoi, Giro, la prochaine fois qu'on t'invite, on a qu'à inviter Eli Bop et comme ça, avec grand plaisir. On fera l'émission tous ensemble, on fera même une chronique en occitan. Allez, ça marche. On sera sur Radio Occitanie, ça aura encore plus de sens parce qu'on espère bientôt retourner là-bas. Merci à toi, Giro. On va te libérer et nous, on va enchaîner sur l'émission. Un grand merci à toi et reviens quand tu veux et en espérant que le Secanto reste au TFC. Merci. Bonne soirée à Dichat. Elmander dans la surface 3-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Et nous, messieurs, on va enchaîner tout simplement. On a nos 3 invités de débat. On va accueillir le premier, avec un petit peu de retard, mais ça vous en avez l'habitude. On a toujours un petit peu de retard. Donc, on va accueillir Florian qui va venir avec nous. Florian, son débat et sa question, vous allez la voir de suite. Donc, on remercie d'ailleurs tous les gens qui ont participé pour cette occasion, pour cette émission un petit peu spéciale, parce qu'on vous a donné un petit peu la parole et du coup on a sélectionné 3 pour ce soir et 3 petits débats. Salut Florian, comment ça va? Bienvenue à toi dans cette émission. Salut à tous, merci, ça va super et merci pour l'invitation. D'habitude je regarde et maintenant j'y participe, donc je suis très content. Avec grand plaisir. Florian, toi tu es venu et tu as été sélectionné sur la question: le TFC est-il plus expérimenté que ses concurrents pour le sprint final? Donc on va essayer de débattre autour de ça, mais juste avant, Vincent, il a fait un petit sondage de vos débats, donc il va nous donner les résultats et ensuite on te laissera la parole, tu donneras tes arguments, tu auras 10 minutes pour convaincre tout le monde. Tout simplement, j'ai posé la même question sur la page Instagram, le compte Instagram, la feuille de match, et il y en avait quasiment 100 participants et la tendance est 57% de oui, le TFC plus armé pour la lutte pour la montée, sachant que je spoil un peu, mais c'était le sondage le plus sérieux de tous. Florian, du coup, pourquoi est-ce qu'on est plus expérimenté que nos concurrents pour le sprint final pour toi? Alors, je vais nuancer mes propos, je vais dire oui et non. Par rapport à Troyes, on sait qu'ils ont connu 3 montées en Ligue 1 sur les 8 dernières années. Donc voilà, le TFC, pour rappel, ça fait 18 ans qu'on a pu disputer une montée en Ligue 1. Donc par rapport à ça, j'ai quelques craintes et je pense qu'on est moins expérimenté que Troyes ou des Clermont. Clermont, c'est notamment leur 14e, si je ne dis pas de bêtises, 14e saison consécutive en Ligue 2.
Donc voilà, j'ai une petite crainte par rapport à ça. Après, je pense que au niveau des effectifs, ça se vaut. Le TFC a ses armes, même si bon, on manque, je pense, d'expérience. On a l'effectif le plus jeune de Ligue 2, si je ne m'abuse pas. Je crois qu'on a 24 ans de moyenne d'âge. Donc ça peut nous être préjudiciable, même si j'espère pas. Après, faut aussi dire que Garand est là aussi pour cette fin de saison. Il a connu une montée avec Caen en 2013. Il a fait 2 belles saisons avec Caen, donc je pense qu'il peut nous faire remonter en Ligue 1. Mais après, le petit problème que j'ai, c'est est-ce qu'on a réellement un leader au sein de l'effectif? On n'a pas, pour moi, à mon sens, un joueur d'expérience qui a déjà du vécu en Ligue 2. Alors, je ne remets pas en cause le recrutement, il a été parfait. Damien Comolli et son équipe a fait un super taf. Mais voilà, est-ce que des Van den Bomen, des Spierings, des De Jagereux peuvent apporter ce qu'un joueur de Ligue 2 avec du vécu aurait pu nous apporter en fin de saison? Je ne suis pas sûr, d'autant plus que bon, notre milieu est un peu à la peine en ce moment, donc on verra bien. Mais ouais, voilà, pour nuancer mon propos, ce serait plus un non que un oui. Voilà. Messieurs, plusieurs questions, plusieurs arguments dans tout ce que vient de nous dire Florian. Déjà, pour répondre à la première question, est-ce que vous pensez qu'on est expérimenté que nos concurrents en attendent? Est-ce que tu penses qu'on a plus d'expérience? Plus d'expérience, pas forcément. Florian l'a rappelé que Troyes, ben, forcément, a eu beaucoup plus, on va dire, l'expérience de la montée en Ligue 1 avec leurs trois montées successives. C'était en 2015, me semble-t-il. C'est pas hyper vieux. Il y a des joueurs qui ont connu cette montée-là aussi, il me semble, dans leur effectif. Après, en termes de joueurs d'expérience, je ne suis pas forcément d'accord. On a quand même des profils de joueurs qui n'ont pas forcément connu une montée. Mais je pense qu'un De Jagereux, par exemple, apportera beaucoup plus qu'un joueur expérimenté de Ligue 2. Pour moi, le vrai leader, il est là. Ce milieu de terrain qui, comparé à d'autres, aux deux équipes de devant, me semble beaucoup plus équilibré. On voit que ça pêche beaucoup en face en termes de rythme. On l'a vu, Troyes qui commence un petit peu à perdre en rythme, un petit peu à avoir un peu plus de nervosité dans leur jeu. Moi, je pense vraiment que ce secteur de jeu-là, ce milieu de terrain, va pouvoir apporter beaucoup à notre club. Et pour moi, ce sera la clé d'une montée. Après, ce sera vraiment très serré. Pour moi, vraiment, il n'y a pas d'énorme différence de savoir qui est le plus expérimenté pour monter en Ligue 1. Ça va vraiment se jouer à peu parce que chaque équipe a sa part de force. Voilà, clairement, qui a un collectif beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus homogène, on va dire, qui a moins de trous défensifs, voilà, nous, on a quand même ce secteur de jeu du milieu de terrain qui est beaucoup plus expérimenté, mais voilà, ça va être très difficile à donner un favori, on va dire. Sur l'expérience pure de la Ligue 2, c'est sûr qu'on n'a pas de joueurs qui ont connu la Ligue 2. On a Dupé qui a fait 1 an l'an dernier et Moreira qui a fait 1 année avec Lorient. Je crois que c'est tout dans l'effectif. Mais ça, finalement, je pense que c'est pas très important parce que quand on parle d'expérience, on parle en fait d'attributs moraux ou mentaux, quoi. Donc ça, en Europa League, par exemple, ouais, c'est quand même autre chose qu'un Benjamin Nivet qu'on va chercher, tu vois, pour jouer une montée. Tu vois, j'exagère le trait, mais c'est le genre de joueur qui a connu des matchs un peu couperés. Qui va pouvoir vraiment amener cette vista-là dans les matchs, ce mental. Et puis, il ne faut pas oublier, derrière, on a quand même, voilà, il a été décrié, mais on a un Gabrielsen qui a quand même eu une expérience internationale. Voilà, c'est un international. Il y a quand même des joueurs, pour moi, qui rassurent dans cette équipe. Voilà. Il manque un leader, mais pour moi, je t'en ai donné 2 à chaque ligne. On peut même sortir Dupé, qui, bon, pareil, a été décrié, mais qui est une base solide, qui est plutôt un bon gardien de Ligue 2. Pour moi, tu as une colonne, on va dire, une colonne vertébrale. Et puis derrière, tu as des attaquants, peut-être pas expérimentés, mais on a vu Bayo au Celtic, qui a. Pareil, le Celtic, il a eu quelques bons passages aussi là-bas. Donc voilà, c'est vraiment pas une question, à mon avis, d'expérience pour la montée en Ligue 1.
Et Spearings, par exemple, c'est un mec qui a connu je crois qu'il a connu une montée, si je dis pas de bêtises. Il est monté en barrage, il me semble qu'il met même un but décisif. C'est pas Van den Boomen? Alors peut-être que c'est l'un des deux. Il y en a un qui, justement, comme on dit, disait qu'il a été recruté, enfin pas sur ça, mais que c'est une espèce qu'il connaissait ou quoi. C'est possible. C'est possible parce que l'an dernier, il était en D2 néerlandaise, il jouait la montée aussi, Van den Boomen. En tout cas, ils connaissent ça. Donc après, qu'ils connaissent la Ligue 2 précisément, je pense que c'est pas très important parce que ça se répercute peut-être davantage en termes de jeu parce que la Ligue 2, c'est un peu un championnat particulier qui est réputé un peu physique, ce qui est un peu un cliché d'ailleurs, mais là, pour le coup, je pense que c'est pas tellement ça qui joue quand on parle d'expérience, c'est plus justement l'expérience de ces matchs couperés où tu n'as quasiment plus le droit à l'erreur dans les 5-6 derniers matchs, on va dire. Et ça, ces joueurs-là, ils connaissent. Même De Jagereux qui a connu en fait une lutte pour le titre en Belgique. Finalement, c'est plus ou moins la même expérience, je pense. C'est-à-dire de voir, c'est ce que je disais, sur les 5 derniers matchs, quasiment pas faire d'erreur. Et je pense que quand on parle d'expérience, de toute façon, on parle des aptitudes mentales. Et ça, je pense que l'équipe a déjà prouvé qu'elle les avait. Après, il y a un petit fléchissement. Mais est-ce que ça va se jouer précisément sur l'expérience? Je suis pas sûr. En général, après, quoi. Il n'y a pas que chez nous que ça flanche. Donc, vraiment, sur le plan de l'effectif, je pense qu'on est quand même beaucoup plus armé pas pour monter. Du coup, toi, est-ce que ils t'ont convaincu? Est-ce que tu as eu des réponses ou tu as encore des arguments pour contre-attaquer nos deux chroniqueurs? Non, je les rejoins par rapport à ce qu'ils ont dit. Après, j'aimerais juste rajouter que c'est une année tellement particulière que est-ce que l'expérience aura sa place sur ce sprint final? J'en suis pas sûr. On a vu qu'à Clermont, il y avait pas mal de cas de Covid, donc ça va être intéressant, même s'ils ont perdu sur le fil face à Nancy, qu'ils ont globalement dominé les débats. Ça va être intéressant de voir si certains joueurs vont tenir le coup physiquement. Mentalement aussi, c'est une saison difficile. Troyes a aussi eu pas mal de réussite sur les derniers matchs, mais un peu comme nous, ils ont plus trop de réussite en ce moment. Ils ont affronté des équipes rapidement réduites à 10. Ils ont gagné en toute fin de match. Donc voilà, on va voir. Ils ont aussi des suspendus, des blessés. Donc voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et c'est vrai que par rapport à cette année, c'est pas sûr que l'expérience aura réellement sa chance sur cette fin de saison. Ça va jouer un peu, mais je pense moins que les années parce que c'est une année un peu insolite, on va dire. Je rajouterais juste un truc, c'est que souvent, je trouve qu'on a tendance à confondre âge et expérience, parce qu'au moins, on a une équipe jeune. Mais si tu prends Kelvin Amian, qui a 22 ou 23 ans, il a presque 100 matchs en Ligue 1. Lui, pour le coup, c'est un taulier. Et pourtant, c'est un mec qui fait baisser notre moyenne d'âge. Donc, voilà, il faut aussi relativiser la question de l'âge. Yes, merci Manu. Écoute, merci Florian pour avec plaisir. 10 minutes, ça passe vite. Hein. Florian, est-ce que tu as des réseaux pour qu'on puisse t'identifier Ouais, j'aimerais bien faire une petite dédicace à mon compte Ligue 1 Max sur Instagram. Je sais que certains membres de la rédaction me suivent, donc je leur fais un petit coucou. Et aussi, je relais toute l'actualité de Janis Antiste sur Instagram aussi. C'est Team Antiste. Vous pouvez retrouver voilà, toutes les infos sur notre pitchoun. Voilà. Parfait. Écoute, on te notifiera sur tout ça. On continuera à te suivre. Merci à toi, Florian. Tu reviendras peut-être pour une autre émission un peu plus longtemps. Merci pour ces 10 petites minutes, même si ça passe vite. Et puis, Forza Viola et à très bientôt. Et attends, juste une dernière question. Le Secanto, toi, tu le gardes ou tu le déplaces? On le garde, mais on le modifie. C'est vrai que c'est beaucoup trop lent. Je vous rejoins aussi là-dessus. Parfait. Merci à toi, Florian. Passe une bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bonne émission. Ciao. Vincent, le temps qu'on accepte le nouvel arrivant qui sera Zachary, tu avais des réactions? Oui, quelques réactions. Donc, il y a Henri qui se demande si l'expérience de Garand peut aider dans cette configuration. Guillaume, et d'ailleurs, c'est pas le seul, aussi Thomas et d'autres personnes qui ont parlé du Covid qui va faire mal à pas mal de monde. Le trou d'air de Troyes aussi, pas sûr qu'ils s'en remettent. Sur la question des leaders de vestiaire, on a De Jagereux qui est cité, on a Koné, Spearing aussi qui sont cités parmi les hommes forts. On a Fred qui parle aussi d'une chose intéressante, comme quoi la gestion de cette trêve internationale sera primordiale sur la suite de ce sprint-là. Si Toulouse a mieux géré que d'autres clubs, ils auront sûrement une grosse chance de monter.
Tiens, on a que Zachary avec nous. Comment ça va, Zachary, qui est en direct du stadium pour commenter Ouais, exactement. Ben, ça va, merci la forme, merci pour l'invitation et du fait que je vais pouvoir parler du sujet que je vous ai proposé. Et oui, Zachary, il vient avec nous pour débattre. La question qu'on a sélectionnée, c'est est-ce un véritable échec si on n'en pas cette saison en Ligue 1? Donc ça va un petit peu avec juste des Le questions. thème un peu précédent, ouais, on peut le dire. Donc Zachary, bah, écoute, tu as 10 minutes. Ok. Ben écoutez, peut-être Vincent peut nous dire les résultats du sondage, puisque vous l'avez fait oui, juste avant. Et je te fais les intros, t'as vu? Donc, Zachary qui va remplacer Camille dès la semaine prochaine, c'est signé. Merci d'être venu. Donc, Zachary, je te laisse Vas-y, tu gères la Donc, feuille. 77% de oui à la question du débat. Ok. Est-ce que c'est un véritable échec si l'on ne monte pas un fait de saison en Ligue 1? Alors, je vais peut-être contraster avec ces oui, parce que pour moi, je vous donne ma réponse. Je pense pas que ce sera un échec en soi-même. Je vous explique pourquoi. On va commencer avec un petit historique. On se rappelle tous de la saison d'avant. La saison d'avant, on la connaît. On a vécu 25, 26, 27 matchs sans victoire entre Amiens et la victoire 3-1, je pense, au Auxerre. Enfin, contre Auxerre, pardon, au stadium justement, qui est juste derrière moi. Et il faut savoir que donc, durant cette période-là, on était dans un mood où la défaite nous collait à la peau, quoi. On était dans un mood où on n'était pas bien, le club n'était pas bien, les supporters n'étaient pas bien. Je pense que pour certains, ils avaient un mal-être intérieur qui prônait. Et on descend en Ligue 2. On descend en Ligue 2 et on a un nouvel investisseur, super, génial, Comoli qui arrive, qui dit nous, notre objectif, c'est remonter en Ligue 1. Super, génial. Mais en fait, pour les supporters, c'est pas ça l'objectif. Pour les supporters, l'objectif, c'est de gagner. Parce qu'on n'a pas gagné depuis longtemps. Donc en fait, pour beaucoup de supporters, au début de cette saison, l'objectif, c'est de retrouver goût à la victoire. Et je pense qu'on peut demander à pas mal de supporters, avant même de commencer cette saison, je pense que, parce que je traîne pas mal sur les forums, etc., ils nous disaient bon, si on fait 7, 8e, 9e cette saison-là, après la saison qu'on a fait avant, c'est pas si bête, c'est pas si déconnant pour utiliser le terme, parce qu'on a tellement perdu par le passé que, voilà, on perd en plus. Et en plus, la saison débute, Grenoble, Dunkerque, on fait match nul contre Sochaux, on fait match nul contre Clermont, on est tous en sueur à ce moment-là, on se dit 2 points en 4 matchs, est-ce qu'on va réussir à remonter? Personnellement, je me mets à la place des supporters et puis moi, ce que je pensais, c'est ouais, peut-être qu'on va monter, peut-être que les ambitions, c'est de monter, mais en vrai, on va faire ventre mou. Ou alors, et même, il y en a même qui se fichaient de nous, s'il faut, on allait jouer le maintien en Ligue 2. Bon, la chance a fait, ou notre motivation a fait, et puis aussi le mercato a fait que l'équipe s'est rodée, on a gagné des matchs, et puis progressivement, on a commencé à monter au classement, et à la fin de la première partie de saison, on est 2e. Génial, les 2 premières places permettent de monter en Ligue 1, mais la saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. Il reste encore 19 matchs, et on se dit, mois de janvier arrive, et justement, heureusement, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite, on fait un super bilan. Et là, on se dit, c'est fait. Parce qu'on se dit, on fait les meilleurs matchs contre le top 8 de Ligue 2. Vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, je pense malheureusement, entre guillemets, on a pris peut-être un peu la grosse tête au niveau du vestiaire, ou peut-être que les supporters ont aussi pris la grosse tête. On commence à perdre des matchs. Rodez, Niort, Valenciennes, des matchs bêtes en plus. Valenciennes, le but qu'on prend, Et là, on commence à se dire, mais zut, avec toute cette belle première partie de saison qu'on a faite, en tout cas sur les 15 matchs qu'on a fait en première partie de saison, et puis sur les 5-6 matchs qu'on a fait, ce serait dommage, entre guillemets, de rester en Ligue 2 alors qu'on a une vraie possibilité de monter en Ligue 1. Mais il faut, en fait, je pense que le problème de pas mal de supporters, c'est qu'il faut penser au passé, en fait. Il y a 8 mois, 9 mois, on se disait tous, est-ce qu'on va monter en Ligue 1? Personne n'y croyait, entre guillemets. Voilà pourquoi, selon moi, ce ne serait pas un échec si fou de ne pas monter en Ligue 1 cette saison. Il y a plein de clubs, entre guillemets, qui... Zachary, 2-3 ans. Ouais, voilà, pas de souci. Beaucoup de temps pour que tout le monde puisse réagir. Bien sûr, bien sûr. Mais ta réflexion n'est pas mauvaise. Moi, je la partage un petit peu. Oui. Mais, je vais mettre un mais. Le foot, on est quand même sur certaines dynamiques. Et la dynamique actuelle du club
fait que on doit monter. Cependant, on se voit là en mois d'août 2020, tu me dis, Camille, on finit 3e à la fin de la saison, tu signes 15 fois, mais 15 fois. Mais là, vu la conjoncture, le recrutement qu'on a fait, l'effectif qu'on a, les ambitions de la direction, la dynamique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cette dynamique qu'on a. Le jeu proposé, mine de rien, même s'il est un petit peu dégueulasse, on est quand même la meilleure attaque. Bon, on a quand même quelques choses à faire valoir. Ben, la montée, si on l'a pas, ça fait chier. Ça aurait le goût de l'échec, alors que pourtant, malgré le contexte et de là d'où on vient, ça devrait être une note positive. Ce n'est que mon avis, mais… Oui. Mais tu nous as fait… Enfin, moi, j'ai rien à redire sur ton historique et tu as raison de rappeler qu'on a au moins retrouvé un enthousiasme et des victoires. Très bien. Mais dans l'histoire d'un club comme le TFC, qu'est-ce qui est anormal? Est-ce que c'est les 6 mois sans victoire, les 30 matchs où on ne met pas un pied devant l'autre? Ou est-ce que c'est la saison qu'on est en train de vivre? Pour moi, ce qui est anormal, c'est ce qu'on a vécu l'an dernier. Donc, on ne peut pas prendre ça comme indexer tout notre jugement sur ça, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça fait partie de l'histoire quand même, tu vois. Oui, ça fait partie de l'histoire, mais je pense que l'accident dans l'histoire du TFC, c'est la saison précédente, c'est pas la saison actuelle, qui est normale par rapport à ce que doit espérer un club comme le nôtre, tu vois. Après, moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'au début de la saison, j'étais pessimiste, comme apparemment on l'est tous ici, et on l'était tous. Et donc, effectivement, moi aussi, j'aurais signé pour être 3e, voire tout simplement dans les 5. Mais entre-temps, on a constaté qu'on avait quand même un effectif incroyable, avec une dynamique incroyable. Et donc, si on regarde en arrière, effectivement, on se dit ça, c'est un acquis, c'est déjà incroyable et c'est déjà quelque chose qu'on est heureux d'avoir vécu, quelle que soit l'issue. Le problème, c'est que si on ne monte pas cette année, on sait qu'on va perdre énormément de joueurs. Koné, c'est déjà fini. De Jaegereux, on verra pas. Adli, pareil. En fait, tous nos meilleurs joueurs, Amiens probablement, qui ne restera pas une 2e année en Ligue 2, vu la saison qu'il fait et vu l'aura qu'il a en Ligue 1. Donc, on va devoir tout reconstruire. Et on sait comment ça se passe en Ligue 2. Là, en plus, si on se place simplement d'un point de vue de supporter, tu vois, c'est notre première année en Ligue 2, donc on a l'enthousiasme en plus de la vente. Donc, tout est facile finalement. On est même content de voir des Niort TFC. Est-ce que ce sera le cas l'an prochain avec la déception d'une non-montée? Je ne suis pas si sûr. Moi, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à encaisser les déplacements à Quevilly et à Nancy, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est l'année ou jamais, mais je dis que si on ne monte pas cette année, on peut se retrouver dans un cycle assez galère de 5-6 ans en Ligue 2, comme ont connu des clubs mieux structurés que nous, ou en tout cas avec un élan populaire supérieur. Tu vois. Il y a du oui et du non quand même. C'est vrai que… Je suis quand même assez d'accord, on va dire, avec Zachary qui dresse un bilan, on va dire, c'était un bilan reconquête, on va dire. On était tous un peu enthousiastes, voilà, on retrouvait un petit peu de joie de voir le TF le samedi après-midi ou le samedi soir jouer. Personnellement, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc voilà, de ce point de vue-là, on est quand même assez heureux de retrouver cette dynamique-là et cette nouvelle direction. Mais ce serait quand même un échec cuisant de ne pas monter en Ligue 1, sachant qu'on passe plus de la moitié de la saison sur le podium, si je ne dis pas de bêtises. Ce serait quand même, à la fin de se dire qu'on ne monte pas, ce serait quand même cruel. On a un effectif, on a l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2, la meilleure attaque. Après, voilà, on risquerait de perdre des joueurs au mercato si on ne monte pas. Donc, voilà, pour moi, ce serait vraiment un échec de ne pas monter cette année. Les gars, je vais vous poser une question et je te la pose aussi surtout à toi, Zachary, par rapport à ta question de base. Si on finit 3e et qu'on monte par un barrage, on sera tous contents, bien sûr. Imaginons on ne monte pas sur ce barrage en finissant 3e et je sais pas, en se faisant peut-être un peu surclassé, on va dire, par le 18e de Ligue 1. Parce que j'en doute, hein, on part dans l'utopie. Attends, je te nuance un peu, Camille. On perd contre le 18e, entraîné par Antoine Comboiré. Ah, c'est autre chose. Est-ce que ça restera toujours un échec ou peut-être qu'on n'aura pas l'effectif pour franchir ce palier? Parce que peut-être qu'on se voit peut-être plus beau que ce que l'on est. C'est simplement une question. Je dis pas que moi, personnellement, j'avoue que peut-être si on descend, j'avoue que je le prendrais entre guillemets ironiquement mieux maintenant si on finit 6e en ne jouant pas le barrage qu'en finissant, qu'en allant le plus loin possible entre guillemets et en perdant justement dans le barrage contre le 18e, on aurait peut-être effectivement un sentiment de frustration extrême. Effectivement, là, je suis assez d'accord. Peut-être que c'est savoureux de péter les Nantais de Camboré lors du barrage. Oui, voilà, moi je prie si ça se passe. Hein. Ouais, c'est génial. Moi, j'adorerais rencontrer Nantes et taper Comboiré. Par contre, bon. s'il nous laisse, si lui, il nous bat
et qu'il nous laisse en Ligue 2, c'est l'humiliation ultime. Ouais, mais si on le bat, on lui ressortira on lui a pas laissé assez de temps pour nous maintenir en Ligue 1. Ouais. Zachary, en tout cas, écoute, un grand merci à toi. Tu as été 10 minutes. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant qu'on enchaîne avec Amaury? Non, pas particulièrement. Après, j'ai les réseaux sociaux. Zach-8TZT, c'est mon Twitter. Zactaz sur Instagram. Et puis voilà, je suis ouvert pour parler du TFC tout le temps, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Merci à toi en tout cas pour cette intervention. Ah, et la bise à ma copine aussi, tiens. Voilà, comme ça c'est fait. T'as oublié un truc là quand même. Quand tu veux, en tout cas, merci à toi Zachary. Merci beaucoup. Pour ta petite question. À très bientôt. Et petite question aussi, avant que tu partes, le Secanto, tu le gardes ou tu le déplaces? Ah oui, non, je le garde. Avec plaisir. Ah, il y en a pas un qui veut nous dire qu'il aime pas le 5 euros. Ah non, moi je l'adore ce chant. Donc on a un vrai débat, tu vois. Pour le débat, là, on entend le dernier qui va nous dire qu'il veut le supprimer. Là, on finit avec... Zachary, encore merci à toi. Merci. Très bientôt. Ciao. Au revoir. Et on va accueillir Amaury. Amaury, il était déjà venu, mais avant, on va avoir les réactions sur les réseaux sociaux de Vincent. C'est assez unanime, hein. Ça serait vraiment un échec. On a Sébastien, même qui a ses caches, qui dit bien sûr ce serait un échec. Fredo aussi, bien sûr ce serait un échec. Plus gros budget de Ligue 2 sans être dans le top 5. 90% du temps, il n'est pas monté, ce serait un coup de bambou. Nous ne montons pas, on sera dégoûté, épais si on ne monte pas. Pareil, Johan, l'objectif est de monter. Le président l'a dit, ça ne serait pas un échec. Il ne faut pas oublier d'où on vient et qu'on a été racheté. Reconstruire, ça prend du temps. Donc, ça peut un peu nuancer les propos. Thierry aussi, on vient de loin, le club est relancé. Ce serait vraiment dommage de ne pas monter. Je ne vois pas refaire une saison en Ligue 2 et la montée cette année serait vraiment une apothéose, un geste fort qui marquerait vraiment le retour de Toulouse dans le foot français. Et enfin, Mathieu, le meilleur commentaire, la coupe en Vincent, un régal, beau gosse va. Voilà. Et sur ces derniers mots, on va accueillir Amaury. Amaury qui était déjà venu avec nous dans la feuille de match sur un after et qui commente et qui nous suit les émissions. Salut Amaury, comment ça va? En forme et vous, comment ça va? Ça va, merci. Amaury, toi, on t'a sélectionné pour finir cette émission en beauté parce que ta question de débat qui a été retenue, parce que tu nous as quand même envoyé une belle pelletée, même si j'adorais celle sur Pierre Ménès, mais celle-là, on se la gardera pour nous. On va parler du TFC et c'est les histoires de vestiaire doivent-elles vraiment rester secrètes? Amaury, tu as 10 minutes, nous t'écoutons. Ça va être dur, hein. En plus, les intervenants avant ont été super bons, j'étais impressionné. Ça va être compliqué d'être à la hauteur, hein. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'émission de ce soir prouve qu'il faut essayer de sortir un peu du château de verre, hein, tu vois. Moi, j'ai l'impression que dans le sport en France, en particulier les sports collectifs et encore plus dans le football, chaque club est une sorte de château de verre dans lequel rien ne doit sortir du cadre, tout doit être bien lisse, bien propre. Alors, il y a l'argument de dire, ouais, mais il faut donner une bonne image aux jeunes, etc. J'entends complètement et je suis assez d'accord là-dessus. Mais quand même, il y a un moment, je pense qu'il faut aussi se décontracter un peu, se dire c'est du sport, c'est populaire, c'est du divertissement. On est là pour prendre plaisir un peu, voilà. On est des hommes, quoi. On est des hommes, on est des humains et on a le droit à l'erreur, on a le droit de se disputer. Quand un journaliste dit qu'il y a eu une dispute entre deux joueurs ou quoi, c'est pas comme s'il avait jeté un caillou dans le château de verre et que tout allait s'écrouler, que c'était le feu à la maison. Je pense qu'il y a un moment, il faut péter un coup, il faut se dire, bon, allez, ok, on a eu des disputes dans le vestiaire, on s'est engueulé, mais c'est pas grave. Derrière, on se fait une soirée pizza entre potes, on déconne, tout va bien, on veut tous tirer dans le même sens, on veut tous la monter. Et voilà, ça arrive, ça fait partie d'une équipe. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a une frustration vachement au niveau des clubs. Les sportifs essaient beaucoup de se protéger, les clubs veulent vraiment se protéger, rester dans le politiquement correct, alors que les supporters ont envie de savoir, ils se sentent vraiment impliqués, ils ont le club dans le cœur, ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie d'être partie prenante, ils ont envie de participer. Ça aussi, il y a une énorme frustration par rapport à ça. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est les journalistes. Et les journalistes, en plus ils sont supporters, ils ont un peu le cul entre deux chaises, de se dire, bon, on veut garder une bonne image de notre club, on veut les respecter. En même temps, on a envie de savoir, et on a envie de faire plaisir à nos supporters, on a envie de faire plaisir aux gens qui nous suivent. Et comment on conjugue ça? Je pense qu'il y a des efforts à faire d'un petit peu toutes les parties. Je pense que les clubs devraient s'ouvrir un peu plus. Je pense que les journalistes devraient mettre notre esprit dans les informations qu'ils racontent plutôt que de dire on a une information, on l'a eu en ninja, on a espionné, on a vu que machin a piqué, Shakira a piqué. Tout ça, c'est un petit peu le bordel. Mais plutôt dire allez, on a eu une bonne info, il y a eu ça, c'est dommage, deux joueurs sont disputés ou Gabrielsen s'est pris la tête avec Garant, peu importe. Mais bon,
on compte sur eux, voilà, c'est une équipe, on va tirer vers la montée, tout va bien se passer et on espère que tout ira mieux demain. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le gérer. Et je pense que les supporters, eux aussi, ont un rôle à jouer. Au lieu de jeter la pierre aux uns aux autres parce qu'on a dit ci, on a dit ça, pareil, se dire, bah ouais, bah c'est des humains, ça arrive, il n'y a pas de souci, allez, on continue, on avance. Voilà. Avant les réactions de tout le monde, j'ai oublié les sondages. Zachary n'était plus là pour me le rappeler. Donc, du coup, Vincent avait mis un sondage sur le débat d'Amoury. La question qui était les histoires de vestiaires doivent-elles vraiment rester secrètes? 73% ont répondu oui. À titre personnel, mon débat préféré de ce qu'Amaury a proposé, c'était qui de Pascal Pro ou de Samuel fait les meilleures analyses footballistiques? Qui était plus pertinent, je trouve. Ben voilà, c'est encore un bon exemple. Regarde, moi j'aime bien à l'émission, je chambre un petit peu Samuel. D'ailleurs, j'ai acheté des tomates et j'espérais qu'il serait là et il n'est pas là. Voilà. Moi, je chambre un peu, mais tu vois, depuis justement, je trouve ça cool. Il répond, il joue bien le jeu. Au final, c'est bon enfant. Il Voilà, a je peux déposé pas une aller chez lui, courante, jeter tout va des bien. tomates. Voilà, depuis la police me surveille, je peux plus rien faire, tout est réglé. Et au final, on passe des bons moments, on rigole et voilà, ça tue personne, quoi. Voilà. D'ailleurs, dans le sport américain, surtout dans les sports individuels, évidemment, tout le monde utilise Instagram, tout le monde a envie de partager son quotidien, les gens adorent ça. Il faut essayer de s'ouvrir aux gens. Et je pense que les clubs devraient s'ouvrir, que les journalistes devraient faire le lien. Il y a un truc à faire, il faut évoluer un petit peu. Voilà. Par rapport à ça, avant que je donne, enfin, désolé Manu, parce que je laisse la parole. Mais par rapport à ça, je trouve que le TEF, quand même, cette année, a pas mal développé un peu quand même tous ces réseaux, la chaîne YouTube, les insights dans les vestiaires, à la bonne C'est les Américains. Ouais, mais ça plaît au grand public, alors que ça plaise ou ça plaise pas à tout le monde. Ça, c'est une autre histoire, mais ça plaît quand même une grande majorité du public. Et c'est vrai que même nous, les premiers qui ne sont pas forcément fans de ça, bah, c'est vrai qu'on les regarde quand même et qu'on aime bien, qu'on aime bien, on va pas se mentir. Manu, toi, parce que bon, c'est un petit peu lié aussi par rapport à oui, ben voilà, les.com, on va pas se mentir, on met une pièce dans le jukebox, mais ça a été quand même bien expliqué de la part d'Amaury, mais du coup, qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ce que c'est vraiment... J'ai oublié ce que je voulais dire, mais j'ai plein de trucs à dire, donc c'est pas grave. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur le fait qu'il faut vraiment dédramatiser. Je vais parler du coup des infos qu'on a sorties nous, parce que je pense que c'est quand même ce qui sous-tend ton truc, ton propos. Il faut dédramatiser tout ce qu'on a sorti, genre c'est pas grave. Et je pense que vraiment les joueurs le vivent pas du tout avec autant d'émotion que nous, parce que nous on le vit de l'extérieur. Du coup, quand tu reçois l'info en premier, même moi qui suis dans la rédaction Les Violets, quand j'ai reçu en premier l'info, Garand et Gabrielsen se sont pris la tête, ça te heurte. En plus, on était dans une dynamique hyper positive et tout, on avait l'impression que tout se déroulait parfaitement cette saison. Du coup, je pense qu'on a tendance à avoir, je sais pas, une réaction vraiment excessive par rapport à ce que ça signifie à l'intérieur du groupe, ce genre de truc qui arrive à longueur d'année. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on était illégitime à le sortir. Au contraire, je pense que c'est important d'expliquer aux gens. En l'occurrence, là, c'est ça aussi que peut-être que je reproche un peu à ta question, c'est que dans l'histoire de vestiaire, on peut mettre tout et n'importe quoi, tu vois. Nous, ce qu'on avait fait en l'occurrence, c'était pas du gossip, c'était une vraie info sportive, c'est-à-dire pourquoi le capitaine désigné par Garand lui-même a été écarté par Garand alors qu'il n'était pas blessé. Donc ça, c'est pour moi, tant que c'est une info vraiment sportive et qui se justifie comme ça, elle est légitime à expliquer au grand public, enfin aux supporters en général. Bon, ça, ce débat, on l'avait déjà fait, mais bon, de toute façon, je souscris à ce que tu as dit tout à l'heure, Amaury. Bah écoute, ouais, moi là, de toute façon, il rejoint ce que je dis, donc je rejoins ce qu'il dit. Et voilà, au final, l'important, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et je pense qu'on a la chance, particulièrement à Toulouse, grâce à des médias comme la feuille de match ou lesviolets.com, d'avoir des médias qui sont en plus supporters. Et je pense qu'il y aurait une vraie relation à créer, et une relation de confiance. Et je pense que les sportifs de haut niveau ne devraient pas forcément avoir peur de ce qui se dit. Les clubs ne devraient pas avoir peur de ce qu'on peut dire sur eux. Il y a un moment, il faut qu'ils l'assument. Alors évidemment, quand c'est un footballeur qui se fait arrêter complètement bourré au volant, qui crée des accidents, etc., bon, ça fait tâche, mais il faut assumer. Il faut que le club réponde, il faut assumer. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis quand il y a des disputes, etc., des choses un petit peu moindres, il faut le dire, ouais, c'est comme ça. On s'engueule comme tout le monde. Tout le monde s'engueule, tout le monde a des histoires, tout le monde a des problèmes et on fait avec. Et je trouve que ça gagnerait un peu en entièreté, en honnêteté, franchement, et tout le monde serait gagnant dans cette histoire, tout le monde serait beaucoup moins crispé. Les joueurs, ils arrêteront de se sentir surveillés tout le temps et tout. Moi, j'adore Patrice Garand pour ça. Je trouve que c'est un mec qui est entier. J'adorais ses conférences de presse au début, la façon dont il parlait, la façon dont il expliquait, qui ressentait le foot, etc. Moi, je suis un vrai fan. Et là, il y a eu un souci.
Et j'ai l'impression que justement, le Château de Verre s'est reconstruit. Et je me dis, putain, dommage. On sentait une proximité, on sentait un truc, c'était génial. Et j'aimerais bien que les clubs gardent ça H24. Et voilà, et qu'il y ait de la confiance avec les journalistes, de la confiance avec les supporters et qu'on avance ensemble, qu'on se fasse plaisir. C'est que du bonheur. Voilà. Ouais, juste rebondir sur ça, je suis complètement d'accord parce que bon, chez les Violets, on commence à se faire une petite réputation d'anti-garant, ce qui n'est pas du tout vrai. Et pour le coup, s'il a une qualité, c'est vraiment ça, genre le fait qu'il était très ouvert et qui a correspondu à tout ce qu'a voulu faire en plus Redbird et Comolli sur le fait d'ouvrir le club. On parlait des vidéos dans les vestiaires et tout. Garand, franchement, en conférence de presse, moi je trouve que c'est un régal. Hein. Il raconte, il n'a pas peur pour le coup de s'ouvrir, de raconter comment il a parlé à tel joueur, ce qu'il avait en tête et tout. Je trouve que il est vraiment passionnant à écouter quand il parle de son métier. Et effectivement, il y a eu une espèce de cassure il y a 2 mois, peut-être à un moment où il se sentait plus fragilisé vis-à-vis notamment du public, parce que les résultats suivaient moins. Et c'est dommage parce que je crois qu'il y a vraiment pas à s'en faire là-dessus. Et il avait quand même noué une espèce de relation avec les supporters. Et c'est quelqu'un qui est arrivé avec un capital assez faible parmi les supporters, qui n'était pas très estimé et qui finalement a gagné vachement de crédit à force déjà de faire cette com-là hyper ouverte et puis de gagner des matchs. Donc je trouve ça un peu étonnant qu'il se soit refermé comme ça. Bon, après, c'est pareil, il ne faut pas dramatiser tout ça, mais mais même nous, hein, ici, on l'a eu critiqué, on a eu émis des hypothèses, des idées, des machins, mais nous serons les premiers vraiment et très heureux de l'accueillir, de pouvoir débattre en même temps avec lui. Mais bon, ça, c'est notre histoire, mais c'est tout ce qu'on aimerait. Quand tous les anciens joueurs sont passés, ou même Elibop est venu, enfin, en général, ils ont tous passé un super bon moment, donc ça serait exactement pareil. On n'est pas là pour du bâton dans les roues de tout le monde, on est là aussi pour donner notre avis et créer, pas des polémiques, mais essayer de trouver des solutions à tout ça. Après, nous ne sommes que des supporters, mais c'est ce qui fait notre charme, messieurs. Vincent, des réactions? Je remets le son, ça sera mieux. Il y a 2 réactions. On a Fred qui dit: les journalistes doivent gérer les informations distribuées. Il y a des choses intéressantes, les autres non en off. Les infos de vestiaire purement sportives sont importantes à connaître. Ça peut lever le voile sur certaines situations. Et Bachimouzou qui dit: c'est pas le fond du problème. Le problème, c'est qu'il y avait une top et qu'ils savaient qu'ils ont des tops à leur sein. Pardon. Mais alors, ça, c'est pareil. JB en parlerait mieux que moi, mais le mythe de la top, il faut vraiment le déconstruire parce que en fait, tu as tellement de personnes dans un vestiaire, et pas seulement des joueurs, que tout circule en fait. Ils en parlent à un pote, qui en parle à un pote, et à un autre qui est agent, et voilà. Et puis ça se sait quoi. Donc, ça va très vite. Tu as besoin du monde du foot pro, Manu, pour que les infos aillent très vite. Hein. Et voilà. Non, mais du coup, je m'adresse à Comolli, là, il n'y a pas de top. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de top. C'est un petit milieu où beaucoup de choses se sait, que ce soit surtout le TFC. Non, mais c'est vrai, qu'on soit à Toulouse ou ailleurs, hein, ça va vite. Amaury, est-ce que tu veux terminer J'aimerais bien juste rebondir sur l'idée de la top, parce que justement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., les informations et filtres. Tout se sait, même les joueurs ont envie de partager, ils ont envie d'être proches de leur public, c'est dommage d'enlever tout ça. Il y a des informations qui vont filtrer. Alors au lieu de créer cette crispation, de dire il faut que rien ne sorte du Château de Verre, absolument rien. Si quelqu'un le fait, c'est un traître, il doit être banni de l'équipe, etc. Je trouve que c'est aberrant. Autant se dire bon, c'est une vie, voilà, on ouvre un petit peu notre château fort, on dit on a des soucis, on a ceci, on a cela, mais vous inquiétez pas, on gère, c'est cool. Des fois ça va peut-être le finir, mais c'est comme ça, c'est le jeu, voilà. Il faut pas voir ça comme un problème quand il y a une information qui sort. C'est le monde d'aujourd'hui. Les vies de vestiaire s'ouvrent, les vies des athlètes s'ouvrent. Et ça peut être une bonne chose si c'est fait intelligemment. Mais je pense qu'essayer de renfermer le château, ça peut que mal finir. Et c'est vraiment dommage. Et ça crée une perversion. Les journalistes vont aller chercher des informations encore plus trash, entre guillemets. Les supporters veulent en savoir encore plus. Autant ouvrir, rester cool, zen. Et s'il faut inviter Garand, l'invitez pas pour un débat, au contraire, invitez-le pour rigoler, passer un bon moment. Et on lui dit, bon, allez, vous êtes pris la tête ou pas? Qui c'est qui a gagné à la bagarre? Bon, moi, je mets une petite pièce sur Gabriel Sen pour le coup, même si j'adore Garand. Et puis voilà, à la fin, tout le monde en rigole. Et puis à la fin de l'année, on sera champion, on montera en Ligue 1 et tout va bien. Voilà, il faut la jouer cool. Pour le coup, il faut reconnaître au club que quand même ils se sont vachement ouverts à ce niveau-là. Et maintenant, l'étape suivante, c'est qu'ils viennent dans ce genre d'émission. Là, ce serait parce que c'est des Américains et c'est la mentalité américaine. Ils s'ouvrent de plus en plus et ils sont proches de leur public et ça marche. Aux États-Unis, ça marche très bien et ça se passe très bien. Nous, on les invite, en tout cas, on répète les invitations, M. Comoni, M. Garand ou des joueurs, ils sont tous les bienvenus, tous et toutes les bienvenus aussi, parce que même les féminines, on peut les recevoir et on continuera de toute manière à les inviter. Vincent, un dernier mot avant qu'on enchaîne.
Oui, quand même, c'était les réseaux sociaux d'Amaury pour le suivre. Donc, il a le compte fan Instagram de la prison de Fleury-Mérogis et son compte Twitter, j'ai la montre à Gradel 66. Ah, j'étais sage, ça va. Ça va. C'est cadeau, hein, Amaury. C'est lui qui me l'a dit en petit. Je suis pas responsable. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Amaury, est-ce que tu restes avec nous pour les pronos Nancy TFC? Allez, moi si je suis invité, je reste. C'est toi qui décides, tu t'en vas, sinon tu peux rester avec nous. Je reste. Parfait. Messieurs, voilà, on a un peu chamboulé l'émission aujourd'hui, mais c'était tout aussi intéressant. On va terminer sur une bonne note avec les pronos. Et on va aller voir du côté de Nathan pour TFC Nancy avec... Ah oui, je t'ai oublié de te dire, c'est Canto, on déplace ou on garde Bon, honnêtement, moi je pense que c'est un peu pareil, c'est un débat un peu hypocrite parce que tout veut se moderniser et en même temps il y a le petit côté un peu égocentrique, un peu régionaliste qui veut résister, tu vois. La vérité c'est que le football aujourd'hui c'est plus ça. Est-ce que justement Gabriel Sed et Moubélé ils en ont quelque chose à foutre du Secanto? Je suis pas convaincu, tu vois. Ils ont bien d'autres questions. Je pense moi je pense que des majorettes c'est sympa aussi. Ça me déplaît pas forcément. Je valide si c'est Shakira qui nous fait la rentrée dans le stadium, je suis content. Et je pense que c'est aux supporters de chanter le Secanto dans le stade, voilà, qu'ils se fassent plaisir. On n'est pas obligé que les Américains nous disent qu'on a à faire ou pas. Si on veut chanter le Secanto, on chante le Secanto. Si on veut chanter David Guetta, on chante David Guetta, peu importe. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Alors peut-être que je suis naïf, mais moi je suis persuadé que ça compte pour un joueur à quel point l'identité d'un club est forte, tu vois. J'en suis sûr de ça. Peut-être pas pour Moubélé, mais pour certains, oui. Ah bah ouais, je parle de Moubélé, mais bon, Moubélé, c'est Moubélé, tu vois. Ah, je veux pas être méchant, mais moi je me rappelle à l'époque, lesviolets.com faisait les interviews de tous les joueurs qui signaient pro au TEF et leur demandaient toujours quel était leur club de cœur et combien il y en a qui disaient Marseille, Paris. Ah ouais. Mais ça a changé à Maurice, ça va changer. À Paradis, ça a changé. Allez. Parce que vous faites plus l'interview. On les recrute avec The West, tu vois. Ouais. Allez messieurs, le Secanto Time c'est fini. Nathan, ton prono. C'est compliqué parce que Nancy ça revient bien. Allez, 3-3 et comme on a beaucoup parlé de lui, triplé de Moubélé. Bon, toi, tu as perdu déjà. Platini ne joue plus à Nancy, hein, Nathan. On enchaîne avec Vincent. Perturbé, là. T'as foutu la merde. Tu vas laisser rester jusqu'au bout, là. L'élément perturbateur, là. Bon, allez, 1-0, Adli. Adli. Manu. On va dire 2-1 avec Bibiche et Bayo. Amaury. Allez, moi je suis optimiste. Moi, j'ai 4-2 pour Toulouse avec un triplé de Gabriel Sel et but de De Wast. Donc, n'hésitez pas à parier 10 € et à perdre 10 € sur le prono d'Amaury. Vous plante à cause de lui sur l'adresse, hein, il n'y a pas de souci. Hein. La cote, elle doit être à 650 000. Non, c'était PC 2-1 Toulouse et un doublé d'Illet. Allez, et on repasse sur les deux premières places. Bon, on a un petit peu dépassé, messieurs, mais c'est pas grave, ça en valait la peine. On va remercier tous les invités qui sont venus avec Géraud qui nous a parlé du Secanto en tout début d'émission. On va remercier Florian et Zach qui étaient les deux précédents invités. Amaury, on va te remercier à toi aussi. On remercie bien sûr tout le monde qui nous suit sur la page lesviolets.com et la feuille de match. J'espère que vous aurez apprécié aussi ce petit format. On essaiera de le reproduire. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou pas, si vous voulez qu'on le refasse. Sur les périodes de trêve internationale, ça pourrait être des moments qui peuvent être intéressants. Merci lesviolets.com avec Manu. À très bientôt, la semaine prochaine, hein, tout simplement. Merci Vincent et Nathan pour la feuille de match. On embrasse Mehdi qui est un petit peu malade, Yves bien sûr qui travaille, JB et Samuel aussi qui bosse. On embrasse tout le monde. Amaury, à bientôt. Merci à vous et à bientôt. Et à bientôt tout le monde. Passez une très belle soirée et, avec un joli Secanto samedi, une belle victoire du TFC. Allez, ciao.